Nous sommes avec Valérie Martin, qui est chef du service mobilisation citoyenne et médias à l'ADEME, l'agence de la transition, comment on dit maintenant? Écologique. L'agence de la transition écologique. Bonjour Alexandre. Bonjour Valérie. Et donc, on a un sujet qui est très intéressant, qui est un nouveau sujet, parce que c'est un mot qu'on n'entendait pas avant et que maintenant on entend dire beaucoup, c'est le mot de greenwashing. Donc, qu'est-ce que c'est d'abord, Valérie? Comment est-ce que vous définiriez, qu'est-ce que c'est que le greenwashing? Le greenwashing, c'est un terme qu'on a vu beaucoup fleurir dans les années 2007-2009, au moment du Grenelle de l'environnement, qui en fait consiste, pour une entreprise notamment ou une organisation, à vendre pour vert des produits, des services, voire son organisation globale, alors que en fait pas du tout, et donc c'est un abus de langage absolument terrible, parce que ça fait croire aux gens, ça exploite une forme de crédulité ou qui ferait croire que eh bien on a des produits qui sont peu offensifs pour l'environnement. Et je pense que ce terme-là, qu'on a vu se développer progressivement, en fait, il explique sans doute aussi, pour partie, la perte de confiance des citoyens dans les entreprises, parce qu'à un moment, ils se sont dit, quand même, ils me racontent peut-être des histoires. Alors, donc, c'est en fait vouloir paraître vert alors qu'on ne l'est pas. Mais pourquoi c'est si grave? En quoi c'est si grave que ça? D'abord parce que tout produit, tout service, toute activité, même rien que le fait de vous parler, voilà, c'est pas sans conséquences pour l'environnement. Ça a des impacts. C'est déjà ça, il faut qu'on se le partage entre nous. Et là où c'est grave, c'est que bien souvent, on voit des organisations qui en profitent pour vendre plus cher tel ou tel produit en faisant croire que justement il aurait des propriétés et donc un moindre impact environnemental, ou qu'ils vont en profiter pour expliquer que d'un point de vue sociétal, ils sont particulièrement performants. Bref, ça entraîne quand même un discours. Ouais, c'est un mensonge. C'est un mensonge, mais d'accord. Mais il y a aussi un autre problème, c'est que ceux qui font vraiment des choses bien, on n'arrive plus à les différencier. Non, tout à fait, parce que donc les efforts écologiques sont tués dans l'œuf. Ou les efforts que nous faisons en tant qu'établissement public sous la tutelle de l'État, des ministères, eh bien, là aussi, notre discours devient absolument inaudible. Comment trier voilà, le bon grain de livret? Ça, c'est une véritable complexité aussi qu'il faut entendre à l'heure où, en fait, on doit véritablement essayer de savoir comment on va pouvoir concilier des impératifs écologiques et sociaux avec, justement, l'existence même de la publicité qui va avoir pour objectif de nous faire consommer. Elle doit valoriser, elle doit raconter une belle histoire. Donc, est-ce qu'on peut faire de la communication en racontant une belle histoire, en incitant à consommer, sans pour autant mentir et contribuer à détruire la planète? Alors, est-ce que, pour que ce soit bien clair et concret, Valérie, est-ce que vous pouvez nous donner, sans citer de marque, mais 2-3 exemples de greenwashing qu'on a pu voir ces dernières années? Un récent, là, il y a une marque célèbre de thé qui nous expliquait que, eh bien, on allait sauver les tigres en achetant la dite boîte de thé et qui avait un partenariat avec une grande association. Mais le fait qu'ils aient un partenariat avec la grande association, c'est très bien. Mais d'aller jusqu'à l'abus de langage complet, disant qu'on allait sauver des tigres en achetant cette boîte de thé, vous voyez bien que là-dessus, ça pose, c'est disproportionné complètement. Alors, il y a quand même aussi. Il y en a d'autres. Il y a eu dans les dernières années des vrais mensonges. Il y a eu le cas d'un herbicide qui disait qu'il était biodégradable et qu'il n'était pas nocif pour les animaux et pour les hommes. Il y a les deux. Enfin, quand on parle de greenwashing, c'est vrai qu'il y a des choses où, en fin de compte, ou en conscience, quelque part, on va trop loin et on va jusqu'au mensonge. Et puis, il y a des cas où on nous dit mais c'était en toute bonne foi. Et ça montre aussi le rôle du communicant là-dedans. Quand on lui apporte un produit sur lequel il doit communiquer, c'est son rôle aussi de se renseigner pour mieux comprendre. Parce que sinon, franchement, d'abord, son métier, il a beaucoup moins de sens. Et puis ensuite, il n'est pas simplement un passe-plat.
il doit se renseigner. Ouais. Quelles sont les Oui, preuves voilà. Ça, c'est très intéressant, oui. qu'il peut effectivement mettre en avant de façon à ce que, eh bien, il adopte, il permette d'adopter un ton humble, sincère et une forme de transparence. Les citoyens, ils sont à l'heure où ils sont capables de comprendre les informations qu'on leur donne. Ils ne s'attendent pas à un système où le produit est parfait ou le produit est très mauvais. Il y a vous des façons redéfinissez d'expliquer. le métier de la communication, Oui. et vous dites une agence de communication, c'est pas juste pour faire du festif et du convivial, pour faire du papa, c'est pour conseiller vraiment les entreprises sur le fait de rendre peut-être leurs produits plus vertueux, et en tout cas communiquer de façon honnête. Et vous dites aussi que parfois, les marques ou les entreprises communiquent sincèrement, mais sincèrement disent des bêtises ou disent des choses qui sont fausses. Parce qu'il y a un manque de formation. Parce qu'eux-mêmes ne savent pas... Exactement. Comment vous voulez faire pour communiquer correctement si vous n'avez pas conscience des enjeux auxquels vous êtes confrontés et si vous n'avez pas été formé à ces problématiques. Et aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a un vrai besoin d'améliorer la formation. Alors, à la fois la formation des futurs professionnels, mais dans les écoles, hein, mais aussi la formation des professionnels qui sont en exercice et plus globalement la formation de la population dans sa totalité sur ces questions-là. Et c'est pour ça que on a publié Alors oui, le guide de la communication responsable. Ça donc fait très c'est VRP. l'anti-greenwashing. Avant, vous aviez déjà publié un document en 2013. Alors attends, mais on en a publié la première version, on l'a publiée en 2007, donc, qui s'appelait le guide de l'éco-communication, que j'avais dirigé à l'époque. En 2012-2013, on a publié le guide de l'anti-greenwashing. Et là, le guide de la communication responsable, il y a deux parties, hein, quelque part. Une première partie qui explique les enjeux actuels auxquels nous sommes confrontés, avec en particulier le passage d'une économie linéaire à une économie plus circulaire. Hein, c'est pas je fabrique, je consomme, je jette, mais au contraire une boucle beaucoup plus vertueuse qui permet justement, notamment de mettre en avant toutes ces questions de réemploi, réutilisation, etc. Mais ça, c'est voire même de ce que l'on appelle l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire je ne vous vends plus un produit, mais je vous vends un service. Ça permet également de mettre en avant des éléments importants comme les enjeux liés au marketing responsable, au numérique responsable aussi. Du marketing responsable. Tout à fait. Le numérique responsable. Et ensuite, hormis en plus de cette première partie qui est dédiée aux enjeux, vous avez également une deuxième partie qui est une véritable boîte à outils. Il ne faut pas oublier que ce guide, on a été aidé par plus de 50 experts qui ont contribué à la réalisation de ce guide. Et dans cette boîte à outils, on vous explique comment faire de l'éco-édition, de l'éco-événementiel, des productions audiovisuelles plus responsables, donc etc. C'est un vrai mode d'emploi. C'est un vrai mode d'emploi. Et ça devrait être obligatoire pour tous les responsables de communication, pour tous les gens qui sont dans les agences de com et pour les étudiants surtout. Oui, on a fait aussi qui jusqu'à présent n'étaient pas formés. Pas suffisamment en tout cas. Et on a fait un cours d'ailleurs avec l'ACC, l'Association des agences conseils en communication, qui est mis gratuitement à disposition. Et notre guide, on le retrouve aussi sur notre site dédié communication-responsable.adem.fr et où on peut à la fois télécharger le cours et où aussi on peut commander le livre. Mais il y a un dernier point que je voudrais souligner. Il y a parfois des gens qui nous disent « Oui, mais la communication responsable, c'est du green, tout ça, ça vous passera, etc. » Je ne crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, on est à l'heure d'un mouvement beaucoup plus profond. Pour s'en convaincre, il faut regarder tout ce qui est en train de se passer au niveau des lois. Hein. On a du code, bien sûr, il y a le code de la consommation, mais il y a aussi le futur projet de loi climat et résilience. Il y a des choses dans la loi L'Homme, donc sur les orientations sur les mobilités, la loi AGEC sur l'économie circulaire. On vient d'avoir le rapport de Arnaud Leroy, mon président, avec Agathe Bousquet, la présidente de Publicis, pour justement l'engagement volontaire. Accompagner les codes de bonne conduite qui sont précisés dans la future loi climat et résilience et qui définissent et qui clarifient comment la méthode, en tout cas pour faire ces fameux engagements volontaires. Donc Bref, il y a des choses qui bougent aujourd'hui. Donc vous êtes optimiste et vous pensez que
Je pense qu'il y a des choses en tout cas... Le greenwashing va se démoder. Je ne sais pas si le greenwashing va se démoder. Je pense qu'il y a un vrai besoin de formation qu'il ne faut pas négliger. Il y a, en tout cas, on est à un moment clé, un moment charnière, où de toute façon le citoyen nous dit « moi je veux être un vrai citoyen, je ne suis pas simplement un consommateur ». Donc ça c'est le premier point. Deuxièmement, il nous dit dans le baromètre ADEME Greenflex, par exemple, qu'on a sorti la fin mai, il nous dit pour 88%, j'ai l'impression qu'on vit dans une société qui me pousse à consommer sans cesse. Oui, et les consommateurs veulent une communication responsable et une consommation responsable. Surtout qu'ils nous disent dans le même temps, mais on n'est que 32% à avoir confiance dans les entreprises. Et ça pose quand même une question, c'est-à-dire que si là, les entreprises, les marques ratent la marche, eh bien la cote de confiance va encore diminuer. Donc il y a un vrai enjeu pour elles stratégique. Je rappelle quand même qu'on est dans un monde où 80% des marques pourraient disparaître sans que ça fasse quoi que ce soit à qui que ce soit. Merci beaucoup Valérie. Merci Alexandre.